Bonjour à tous et à toutes, un petit tutoriel sur les plages dynamiques des capteurs photographiques numériques. Alors j'ai mis quelques précisions, je vais essayer d'en apporter quelques-unes, mais vraisemblablement, comme je vais laisser les commentaires ouverts, y aura-t-il d'autres précisions qui arriveront. Je risque dans ce tutoriel de poser plus de questions que je ne vais apporter de réponses. Alors j'ai indiqué en bas les logiciels que j'ai pu utiliser pour réaliser le tutoriel. J'essaye dans la mesure du possible de citer mes sources. Je signale que je ne suis pas un professionnel, donc il peut y avoir des erreurs dans ce que j'avance. Alors, on a tous entendu que certaines personnes pouvaient disposer de ce qu'on appelle une oreille absolue, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un don, qui est celui de pouvoir reconnaître la fréquence d'une note, sa hauteur, son niveau. Je ne suis pas musicien, donc je ne sais pas exactement les termes qu'il faut employer. À ce niveau-là, on peut dire que les gens qui ont cette oreille absolue disposent d'un instrument de mesure qui leur permet d'évaluer avec beaucoup de précision le niveau, la fréquence, si on veut, d'une note de musique. Concernant l'œil, j'ai jamais entendu parler de personnes qui auraient pu avoir ce qu'on appelle un œil absolu, c'est-à-dire la capacité de reconnaître une couleur, une teinte avec beaucoup de discernement. Quand je parle de l'œil, je fais allusion bien sûr au globe oculaire en façade, évidemment, sur notre face, avec les capteurs au fond, qu'on appelle les rétines, les nerfs optiques et bien sûr le calculateur qui est derrière, le cerveau qui joue un rôle important dans notre vision. Je rappelle à toutes fins utiles que les images réelles qui se forment au fond de nos yeux sur les rétines sont à l'envers et elles sont petites. C'est le cerveau qui fait ce prodigieux travail de les remettre à l'endroit et si on dispose d'une vue correcte aux deux yeux, d'avoir en plus en prime la stéréoscopie. Notre œil, ou du moins notre vision, est facile à tromper. C'est ce qui donne d'ailleurs, ce qui est à l'origine de toutes les illusions d'optique. Je ne vais pas toutes les énumérer évidemment, mais je vais en conserver deux que je souhaite vous montrer. Voilà ici une illusion d'optique. Les deux disques au centre sont effectivement de même couleur. Notre œil est trompé, c'est lié à l'environnement des disques. Notre perception est perturbée. Le disque qui est à droite semble plus foncé que le disque qui est à gauche, alors qu'ils sont exactement de la même couleur et de la même teinte. Alors j'ai mis en bas le site sur lequel j'ai pu prendre cette illusion d'optique. J'essaierai dans la mesure du possible de lier à ce tutoriel un document qui vous permettra d'aller sur les sites. Deuxième et dernière d'ailleurs, illusion d'optique, le damier d'Adelson. Il est cité de temps en temps. C'est assez troublant, vous voyez les carrés A et B. Eh bien, ces deux carrés, A et B, sont exactement de la même teinte. Là, on est en niveau de gris. C'est très curieux. Si on regarde comme ça, on voit que le A est pourtant bien plus foncé que le B. Eh bien, il s'agit d'une illusion d'optique qui est renforcée par le fait que si on regarde ici, ce carré est gris foncé, si vous voulez, donc je vais l'appeler noir. Hein. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Et ici, on a l'alternance inverse, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Alors, non seulement notre vision est perturbée, mais en plus notre logique. Hein. Bien, donc ça c'est cité de temps en temps, en particulier dans ce site-là, un TPA de lycéen. Et dedans il y a une vidéo qui est pas mal, qu'il faut pouvoir consulter et qui illustre cette illusion d'optique. Alors, pardon, vous avez bien compris que notre œil et notre vision ne correspondaient pas du tout à un instrument de mesure quelconque de la lumière. Pour cela, il faut donc des instruments capables de le faire avec précision. Dans le temps, on utilisait des posemètres. Je ne sais pas si maintenant les boîtiers modernes sont équipés de ces posemètres. Et il faut bien sûr pour chaque unité, enfin pour chaque mesure, pardon, créer une unité. Alors l'une des premières qui a été créée, c'est la candela, symbole CD,
elle fait référence à l'intensité lumineuse d'une flamme de bougie. Dans le temps, c'est ce qu'ils avaient, c'est à peu près régulier. Depuis, bien sûr, ça a considérablement évolué. On ne se sert plus des flammes des bougies. Alors, mes sources concernant toutes ces unités, c'est Wikipédia. Ensuite, le lumen, symbole LM. Un lumen, c'est égal à une candela, puisqu'il semble que ce soit féminin, stéradian. Alors, stéradian, c'est une unité d'angle solide. Pour vous donner une idée, si vous voulez, imaginez un phare sur la côte, en pleine nuit, qui envoie un faisceau de lumière en direction des bateaux. C'est un angle, bien sûr, ça dessine un cône, un solide, et ça, c'est une unité d'angle solide. Le lux, symbole LX. Alors, il fait référence au lumen. Donc, un lux, c'est égal à un lumen. Enfin, c'est égal à des lumens divisés par des mètres carrés. Pour la première fois, on voit qu'il y a la notion de surface qui intervient. Puisque le lumen, on l'avait défini comme une candela stéradian, eh bien, un lux, c'est une candela stéradian par mètre carré. Autre unité, c'est pas exhaustif, hein, il y en a d'autres. Hein. Le lumen seconde, symbole lm.s. Eh bien, c'est la quantité de lumière transportée en une seconde par un flux de 1 lumen. Concernant les capteurs des boîtiers numériques, c'est à ça que je veux en venir. J'ai pas réussi à savoir exactement quelle était l'unité qui était retenue. Dans Wikipédia, sur ce site-là, il semble que l'unité, ce soit le lumen seconde, lm.s. Sur ce site-là, eh bien, il semblerait qu'elle se mesure en lux seconde. Alors là, il s'est mis par seconde, mais je pense que soit c'est en lux par seconde, et puis effectivement, c'est en lux par seconde, mais dans ces cas-là, il faudrait mettre Lx divisé par S. Là, l'unité, c'est Lx.s, donc pour moi, ce serait plutôt des lux secondes. Bon, à notre niveau, je ne suis pas un spécialiste, donc un photographe lambda, cette information-là, bon, c'est simplement pour la curiosité, mais ça n'a pas un grand intérêt. C'est bien sûr affaire de spécialistes. Ah, on arrive à des choses plus intéressantes. Pour des personnes qui prennent des photos, qui ne sont pas spécialistes, c'est l'indice de lumination. Alors, en abrégé, IL, c'est appelé aussi des fois indice de luminance. Les Anglais appellent ça, je ne dirais pas en anglais, j'ai un très mauvais accent, EV. Et il faut se référer à la définition ici qui est importante. L'indice de lumination de 0 hein, correspond à une exposition d'une seconde et d'une ouverture de F sur 1. Alors, c'est un sacré caillou, F sur 1. Ça, c'est cité dans Wikipédia. Les termes EV, IL, stop, diav, selon moi, hein, peut-être que je me trompe, il y a peut-être des nuances, semblent être équivalents. On en vient à la plage dynamique. Qu'est-ce que c'est que la plage dynamique? Eh bien, si on part d'un noir profond, certains parlent de noir pur, bien que certains, sur certains sites, disent qu'il n'y a pas de noir pur ni de blanc pur, mais enfin bon, moi je vais dire que c'est un noir pur, et là c'est le blanc pur, et bien c'est l'ensemble de ces nuances de grise là, qui sont étalées. Plus ces nuances de grise sont nombreuses, et plus la plage dynamique d'une scène, puisqu'il s'agit d'une scène, est étalée, elle est grande. Nos yeux ont une plage dynamique qui est moins grande que cela. Certains l'estiment aux alentours de 24 IL. Bon, certains en doutent. Admettons. Hein. Donc on a quand même des yeux qui sont assez performants à ce niveau-là. On voit beaucoup de nuances de grise. Et concernant les plages dynamiques des capteurs, eh bien, elles sont plus réduites. Elles sont plus petites. Bon, pour des raisons de construction, etc., etc. Voilà, donc j'ai repris la même chose, le même dégradé, du noir profond jusqu'au blanc le plus pur, entre guillemets. Et si vous avez bien compris la notion d'IL, de 0 IL, c'est l'éclairement, c'est égal à l'éclairement reçu, ou la quantité de lumière reçue par un capteur pendant une seconde ouvert à F sur 1. Alors si on prend une photographie d'une scène en plein jour, en plein été, à midi, admettons, très fortement éclairée, une scène qui est très, très lumineuse, il est probable que le 0 IL se trouve ici, sur la plage dynamique.
Inversement, si on fait des photos à l'aube ou au crépuscule, voire carrément la nuit à la lumière des réverbères, eh bien la quantité de lumière reçue en une seconde par le capteur à ouverture F1 eh bien, sera beaucoup plus faible. Donc le 0 IL risque de se déplacer sur la plage dynamique. Admettons ici. Alors ce que j'essaye de vous faire comprendre qui est important, c'est que le 0 IL ne correspond pas à une absence de lumière. Première chose. Deuxièmement, ici, il peut y avoir des valeurs négatives. Et troisièmement, le 0 IL, c'est un repère, si vous voulez, mais qui est relatif à la scène. Il n'est pas absolu. Deux photos n'auront pas le 0 IL au même endroit sur la plage dynamique. Bien, dans les boîtiers, donc au fond, il y a un capteur, mais c'est un capteur qui, avec ses photosites, va fournir au boîtier des valeurs analogiques. Ce sont généralement des millivolts ou des microvolts, je ne sais pas exactement. Et les ordinateurs fonctionnent avec des bits binary digits. En bref, des interrupteurs avec deux positions, 0 ou 1. Voilà, c'est un peu bête, un ordinateur, mais ça me fonctionne comme ça. Donc il faut faire une conversion entre ces données, là, ces microvolts, qui sont analogiques, en numérique. Alors pour cela, on fait appel à ce qu'on appelle un convertisseur analogique numérique. Le convertisseur va réaliser la conversion de ces données. Donc on peut convertir par exemple en 8 bits. Ces 8 bits, on les met ensemble pour former un mot en informatique qu'on appelle un octet. Et comme chaque bit peut prendre deux valeurs, 0 ou 1, eh bien le nombre de combinaisons possibles, c'est 2 que multiplie 2 que multiplie 2 8 fois. Bon, bref, 2 à la puissance 8, c'est-à-dire 256. Voilà, donc quand on fait une conversion en 8 bits, eh bien on a 256 possibilités de découper cette plage dynamique en niveau de gris. Les convertisseurs peuvent faire d'autres conversions, bien sûr, et en particulier en 14 bits. Donc même chose que pour le 8 bits, je ne connais pas le nom du mot qui est formé. Le nombre de combinaisons est plus important, c'est 2 à la puissance 14, c'est-à-dire 16 384. Alors on voit bien le saut important qui est réalisé. On a plus de valeurs entre les noirs absolus et un blanc absolu. Les fichiers JPEG, JPEG ou JPG, ça dépend des boîtiers, sont généralement codés en 8 bits. Et c'est un format en plus qui est compressé. Alors il y a une raison à cela, c'est que d'une part, codé en 8 bits, le fichier ne va pas prendre beaucoup de place, il ne va pas être très lourd en mégaoctets, et en plus, c'est un format qui est compressé. Donc on va gagner de la place, d'une part pour les capteurs, pas les capteurs, pardon, les systèmes de saisie des données, le terme m'échappe, eh bien on va gagner de la place, on pourra mettre plus de fichiers sur une SD card par exemple, et en plus au niveau de l'enregistrement ça va plus vite, parce que le format est petit et il y a moins de mégaoctets à enregistrer. Les fichiers RAW, certains boîtiers numériques permettent de les sortir en même temps des fois que le JPEG. Ce sont des fichiers bruts. Ils peuvent être codés, hein. Ça je sais pas trop, je connais pas tous les boîtiers codés en 14 bits non compressés. Alors, bien sûr, il y a un désavantage, c'est qu'ils sont énormes au niveau de la taille, et lorsque l'on prend des photos, eh bien, l'enregistrement prend du temps sur les systèmes de stockage des données. C'est ça que je cherchais tout à l'heure comme mot. Ça va ralentir l'appareil. Mais bon, maintenant les SD cards sont rapides, les systèmes de transmission sont très rapides, on le sent pratiquement pas. Peut-être pour ceux qui font des rafales, peut-être que ça limite un petit peu. Bien, et puis j'ai vu aussi sur ce site-là, avec un photographe.fr RAW compresse, les fichiers RAW codés en 12 bits compressés, mais sans perte de données. Ça peut être intéressant éventuellement, donc il faut aller sur le site pour voir ce qu'il en est exactement. Découpage de la plage dynamique en IL. Alors, arbitrairement, je dis bien arbitrairement, j'ai placé mon 0 IL ici, ce qui, à mon avis, ne correspond pas à grand chose, mais enfin bon, c'était pour le besoin de la démonstration. Je lui ai accordé la valeur de 100. Alors 100 quoi, je ne sais pas. Est-ce que le 100 est pertinent? Je n'en sais rien non plus.
Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on passe du 0 IL à 1 IL, quand on va monter d'une unité, la quantité de lumière reçue par le capteur a été multipliée par 2. Alors c'est ce que j'ai fait ici. 100 multiplié par 2, ça donne 200, donc le 1 IL est ici. Et puis etc. Jusqu'à 10 IL. Vous voyez que j'ai pas été très gourmand. La plupart des capteurs maintenant sont plutôt proches des 12, 13 ou 14 IL. Ils sont quand même ont une plage dynamique beaucoup plus étendue que ça. Voilà. Alors, j'ai indiqué ici que les espaces entre les IL n'ont pas été respectés pour des raisons de présentation. Vous le verrez à la dernière vue, donc la 12e vue. Commercialement, présenter ça par des constructeurs de capteurs ou des marques d'appareils photographiques numériques, les gens ne vont pas comprendre, hein, c'est un peu bizarre, donc généralement ils le découpent en tranches égales. Voilà, jusqu'à 10, alors je ne sais pas, peut-être que le 0 il faudrait le mettre là, le 1 là, le 2, etc. J'ai fait comme ça, je ne sais pas si j'ai raison. Là, j'ai un dégradé qui est linéaire à l'intérieur de cet espace. J'ai vu aussi ceci. Alors, ça, là, on voit qu'il y a un dégradé. Là, j'ai mis un aplat, j'ai mis du noir, puis là, après un gris foncé, puis après plus clair, etc., jusqu'au blanc. Bon, je ne sais pas si c'est une représentation qui est correcte, mais on voit des fois ce genre de représentation. Alors, allez, c'est tendancieux un petit peu, parce qu'on pourrait penser que la plage dynamique est divisée en 10 valeurs, 9 là en l'occurrence, parce qu'il y en a que 9. Non, ça dépend du codage numérique qui est fait. Voilà. Maintenant, dernier point que je souhaitais avancer, c'est l'intérêt de décaler l'histogramme à droite. J'ai vu ça sur certains sites et dans des manuels qui concernent la post-production. J'ai repris le diagramme précédent, celui-ci là, en partant de 0 IL jusqu'à 100 IL, et je vous avais dit que je n'avais pas, pour des raisons de présentation, respecté les proportions. Ben oui, regardez bien ici, 102 400, 51 200, ça doit occuper la moitié de l'histogramme. De la plage dynamique, pardon, pas l'histogramme, plage dynamique, ici. Celui-ci, cet espace, là, il va occuper un quart. Puis après un huitième, un 16e, un 32e, etc. Bon. Alors vous voyez, les premiers IL sont là, j'aurais pas pu les mettre. J'aurais pas pu les placer. Bien, ce qu'il faut retenir, c'est que les 3/4 de l'information sont contenus dans les 2 derniers stops, ici, au bout de la plage dynamique. C'est là qu'il y a le plus d'informations. Alors sur ce site ici, que j'ai donc cité, je me suis permis de prendre les 2 images, j'espère qu'ils ne me rendront pas trop. Ça, c'est ce qu'on appelle un histogramme, donc ça représente, c'est associé à une photographie. C'est une répartition donc des populations de pixels en fonction de la teinte qu'ils ont ou de la quantité de lumière qu'ils ont reçue. À gauche ici les tons foncés avec une barrière ici. À l'autre extrémité, donc les tons clairs, c'est-à-dire les hautes lumières. Et puis entre les deux, on a des tons moyens, des gris moyens. Alors, sur ce site-là, et dans d'autres manuels, il est recommandé de décaler un petit peu l'histogramme vers la droite, c'est-à-dire de légèrement surexposer la photo. Alors, on comprend l'intérêt de faire ça puisque le maximum d'informations se trouve ici, au bout de la plage dynamique, sur les 2 derniers stops. Donc, c'est-à-dire dans cette zone-là. Donc pourquoi pas, on peut essayer. D'ailleurs, dans la deuxième partie du tutoriel, j'ai réalisé quelques essais, je vous les montrerai. Alors je mets quand même en garde certaines personnes qui pourraient lire le tutoriel si vous êtes habitué à prendre des photos toujours en JPEG. Bon, en automatique, pas de problème. Là, de toute façon, l'appareil photo va faire les mesures, il va vous exposer correctement la photographie, il n'y a pas de souci. Le souci peut intervenir si vous êtes en priorité ouverture ou priorité vitesse ou carrément en manuel. Si vous ne prenez pas au format RAW vos photos et si vous n'avez pas l'intention de les développer après, ne le faites surtout pas. Parce que vous allez vous retrouver avec des photos JPEG qui vont être surexposées. Elles seront inutilisables. Quand je dis inutilisables, absolument inutilisables, ce sera la poubelle. Bien.
Voilà, donc dans la deuxième partie, là, je vais vous montrer trois exemples de trois photographies qui ont été prises d'un port. Une sous-exposée, une légèrement surexposée, puis une troisième qui est carrément surexposée, carrément brûlée. À tout à l'heure. Donc deuxième partie concernant donc les photos que j'ai pu prendre d'un port. Alors voilà donc les quatre photos. Celles qui sont repérées par JPG en majuscule, ce sont les photos qui sont sorties du boîtier. Donc il y en a une, il y en a deux, trois, celle-ci c'est un peu différent, et puis celle-ci aussi. Voilà. Donc si je clique sur celle-ci, je vais l'agrandir au maximum. C'est une image qui a été prise à 1/640e de seconde sans ISO et elle est légèrement sous-exposée. Alors on voit que dans le ciel, on a quand même pas mal de nuances de gris, ça c'est intéressant, mais globalement la photo est assez sombre. Et puis surtout, ce qu'on peut constater ici, dans les zones qui sont sombres, un petit peu, eh bien, mes noirs sont bouchés. Je n'ai pas beaucoup de nuances dedans. Voilà. Donc, cette photo-là n'est pas très bonne à ce niveau-là. Ça, je vais peut-être enlever les propriétés là, c'est pas utile de les garder. Voilà. Ensuite, deuxième image, j'ai réalisé une surexposition légère ici. Voilà, donc on voit d'après l'histogramme que j'ai décalé un petit peu mon histogramme vers la droite. Si je n'avais que l'histogramme, je dirais bon, finalement cette photo-là n'est pas trop surexposée puisque j'ai pas brûlé mes blancs ici. En réalité ici elle est quand même surexposée. On voit ici il n'y a plus beaucoup de nuances dans le ciel, pas beaucoup de niveau de gris. Par contre, bien sûr, dans les parties qui sont relativement sombres, on s'aperçoit que les parties sombres, les noirs ont été débouchés, on retrouve quelques nuances, ce qui peut être intéressant. Voilà. J'ai fait un dernier essai, mais alors j'y croyais pas du tout. Surexposition grande, là j'ai carrément surexposé ma photo. Alors le ciel est cramé, pas de souci. Le plan d'eau, là on n'en parle pas. Les blancs devant, c'est une horreur. Bon, le seul intérêt que je pourrais trouver dans la photo, c'est effectivement dans les parties sombres. On a récupéré comme pas mal de niveaux de gris, pas de gris, oui si on veut. Ça a été relativement débouché. Bon, une photo comme ça, comme je vous l'ai expliqué précédemment, si on ne peut pas la garder, quoi, ça ne présente pas d'intérêt. C'est carrément brûlé, surexposé. Puis c'est difficile de récupérer une photo comme celle-ci en JPEG. Quand je dis difficile, pour moi c'est impossible. Bien, je reprends la photo qui est sous-exposée en JPEG. Ici, celle qui est sortie du boîtier. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de l'histogramme tout à l'heure, j'aurais dû le faire. Il est décalé vers la gauche, comme on voit plutôt vers les parties sombres. Les petits JPEG qui sont là, ce sont des fichiers qui sont sortis du logiciel, donc j'ai utilisé Darktable, dans lequel j'ai mis non pas le fichier sous-exposé JPG, mais le fichier RAW qu'on appelle un fichier sidecar ou fichier compagnon. Voilà. Donc là, il y a eu un post-traitement, mais attention, le post-traitement n'a pas été fait à partir de celle-ci, il a été fait à partir du fichier RAW. Bon, alors on voit quand même que c'est un petit peu mieux, il y a quand même plus de nuances dans le ciel, c'est plus intéressant, mais globalement, la photo reste sous-exposée. J'ai peut-être récupéré un petit peu dans les noirs, mais c'est pas sûr. On peut comparer si on veut, mais peut-être un petit peu, mais encore pas sûr. Voilà. J'ai essayé de pousser un petit peu plus l'exposition, mais rapidement je vois que ça se gâte au niveau des teintes, donc je ne suis pas allé plus loin. Bon, cette photo-là c'est quand même plus acceptable que celle-ci, mais c'est quand même pas non plus la panacée. Deuxième photo, ici, je vais prendre la grande surexposition. Voilà, donc là, je me suis dit, celle-ci, c'est impossible de faire un moindre traitement là-dessus, je vais rien obtenir de correct. Bon, j'ai quand même 1000 €
dans le logiciel de post-traitement. Et en prenant mon temps, doucement, j'ai réussi à obtenir ceci. C'est pas trop mal. On a évidemment récupéré beaucoup de nuances dans le ciel. Le plan d'eau est quand même plus réaliste. J'ai fait mes blancs, ma balance des blancs sur les bateaux qui étaient devant là. On voit quand même qu'on récupère un peu de détails. Pas le cas ici. Là c'est complètement brûlé. On voit même pas le petit banc là qui est là. Puis là, ici il y a une bassine là dans cette vedette. Je la retrouve pas. Voilà, donc vous voyez que même une photo comme celle-ci qui est nettement surexposée, en prenant le fichier RAW, je rappelle que c'est le fichier RAW, c'est pas ce fichier là, en reprenant le fichier RAW, eh bien je réussis à retrouver quand même pas mal de nuances et puis à rééquilibrer l'image. Est-ce que j'ai obtenu des nuances de gris ou de noir dans les parties sombres? Un peu, c'est pas trop mal. Voilà. Alors, il y en a une qui était légèrement surexposée, c'est celle-ci, surexposition légère. Voilà, c'est celle-ci, à comparer avec la surexposition grande ici, JPEG, JPG. Hop, tout ça c'est issu de Darktable. Bon, on voit que c'est à peu près peut-être similaire, celle-ci semble plus claire. Bon, après peut-être que mon traitement n'a pas été correct, ça peut arriver. Alors, voyons un petit peu dans les blancs si j'obtiens quelque chose d'intéressant. J'ai l'impression qu'ici c'est mieux fait. Il y a plus de nuances. Ici on voit le banc là un peu moins. Ici cette espèce de bassine entre guillemets. Bon, peut-être que celle-ci serait meilleure au niveau des blancs en tous les cas. Voilà. Allons voir du côté des valeurs sombres. Peut-être avantage à celle-là. Là on a du contraste évidemment, mais il y a des parties sombres quand même que j'ai pas récupérées. Bien, il y a ici, où est-ce que je voulais aller? Ici, une partie vraiment qui est brûlée. Voilà. Bon, je sais pas si c'est une grande différence. Bon, celle-ci semblerait peut-être meilleure alors que je suis parti d'une photo qui est très nettement surexposée. Mais attention, je suis parti en réalité du fichier RAW qui est le fichier compagnon, pas du fichier JPEG. Et comme j'y suis, donc surexposition grande ici, hop, je le remets et je me suis amusé dans un logiciel de retouche d'image d'essayer de la reprendre un petit peu. Voilà ce qu'on obtient. Bon, j'ai peut-être pas été très loin, mais c'est pas très bien, quoi. Voilà, bien sûr elle est moins lumineuse, mais j'ai rien récupéré au niveau nuance de gris. Il ne faut pas suivre l'histogramme, mais c'est celui-là. Au niveau des nuances de gris, on voit que j'ai rien récupéré du tout. Bon, bref, elle est moins claire, moins lumineuse, mais elle est pas moins, elle est toujours surexposée. Donc, attention à ne pas surexposer des photos JPEG si on ne prend pas en même temps les fichiers RAW. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ah oui, surexposition légère ici. Hop, je me mets là. Et j'ai triché un petit peu, j'ai passé ce fichier-là à la moulinette d'un logiciel gratuit d'intelligence artificielle pour essayer de récupérer de la netteté et puis enlever le grain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bon, voilà. Alors, apparemment, comme ça, on ne voit pas une grande différence. Mais si je zoome ici sur le donjon, là, je pense que c'est un donjon, ça, cette tour. Hop, voilà. Et si je fais la même chose ici, eh bien, on remarque tout de suite la différence. Beaucoup de détails dans le toit ici, là c'est plutôt flou. Les fenêtres ici, les embrasures, et puis je pense qu'on appelle ça des marquises, les petits croisillons là. Regardez comme c'est plutôt net. Le mur derrière,
a été aussi bien nettoyé, entre guillemets, même dans le feuillage ici. On retrouve de la netteté. C'est curieux. Alors, ici, si mes souvenirs sont bons, il y a un petit kiosque pour les enfants, une espèce de carrousel. On voit aussi que l'on a récupéré pas mal de netteté sur la couronne ici. La bâche, on voit que c'est quand même beaucoup plus net. Le toit aussi, la palissade, mais attention quand même, le logiciel a le défaut de ses qualités. Je m'en étais pas aperçu au départ, mais ici, j'ai pas corrigé les aberrations chromatiques. Ça a bavé un petit peu ici au niveau du drapeau, puis aussi au niveau de la pancarte, là on voit bien. Eh bien, d'un côté j'ai ces verts là, c'est cyan, et de l'autre côté du magenta, ça a débordé un petit peu. Eh bien lui, il prend ça pour de la couleur. Voilà, voilà ce qu'il me fait. Bon, c'est bien, ça fait des belles couleurs, mais bon, c'est pas ce que je souhaitais. Regardez pour le panneau, c'est pareil. Ça, c'est un défaut. Et il l'a amplifié. Voilà, puis là on le voit aussi, ça a bavé. J'aurais dû faire ça, mais j'y ai pas pensé. Voilà. Donc, je répète à nouveau, ce décalage vers la droite, on peut le faire à condition de partir d'un fichier RAW. Si vous partez d'un fichier JPEG, vous ne récupérerez pas ces informations-là. Parce que le fichier JPEG, c'est un fichier qui va sacrifier une grande partie des données. Il est plus petit, moins important, moins gourmand, mais il ne permet pas de récupérer toutes les nuances de gris, et non pas de gris, comme je disais tout à l'heure, dans un paysage par exemple, ou dans un ciel. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout.